Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous sommes en direct d'Abidjan. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a participé à la deuxième édition du Forum économique de Londres en Angleterre pour le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. Le bilan de ce forum dans cette édition avec notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Tous les pèlerins musulmans du contingent étatique sont arrivés sains et saufs en Côte d'Ivoire. Les derniers sont arrivés hier samedi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Une haute cour égyptienne a maintenu hier samedi une condamnation à vie contre l'ex-président égyptien islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la MUGEFSI, au renouvellement des instances de cette mutuelle, la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Notre invité est Maître Zinda Savadogo, président du comité électoral national de la MUGEFSI. Maître Savadogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Et la campagne se passe bien déjà? Elle se passe bien. Très bien. Alors, à tout à l'heure pour le reste des autres questions. À tout de suite. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a participé à la deuxième édition du Forum économique de Londres en Angleterre pour le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. Plusieurs grosses entreprises britanniques étaient présentes lors de ce forum, des entreprises qui veulent bien investir en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait le bilan de ce forum avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Bonjour Excellence. Nous avons entendu au cours de l'ouverture des témoignages assez édifiants de la Côte d'Ivoire. Quels commentaires en faites-vous? Écoutez, moi je suis très heureux de la confiance que les investisseurs donc, sur la place de Londres ont dans notre pays. Je l'avais déjà noté lors de l'Eurobond quand nous sommes venus et le résultat de l'Eurobond est un témoignage éloquent donc, de cela. Et aujourd'hui, lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai noté à nouveau que le monde des investisseurs a fortement confiance dans notre pays. Ils ont confiance au leadership du président Ouattara, ils ont confiance à la paix et à la stabilité retrouvée et ils ont confiance aux fondamentaux économiques de la Côte d'Ivoire et j'en suis donc très heureux. Vous vous souviendrez que nous étions au London Stock Exchange et là-bas nous avons noté que dans les 6 pays africains qui sont candidats à l'émergence, à la frontière de l'émergence, notre pays est le seul pays d'Afrique francophone qui en fait partie. Et je trouve ça comme étant la reconnaissance par la communauté internationale des investisseurs de tout le travail qui est fait sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et il faut que les Ivoiriens aient confiance. On ne peut pas avoir cette confiance exprimée de manière si forte à l'extérieur et avoir de doutes à l'intérieur. Tout le monde doit savoir que nous sommes sur le bon chemin et que nous devons main dans la main travailler à préserver et à consolider la paix et la stabilité pour le progrès économique et social de notre pays. Justement, pour Elodie qui travaille au marché Gouro d'Adjamé et qui ne comprend pas souvent que le Premier ministre aille sur ce genre de rencontres, avec quoi est-ce qu'on rentre pour elle, pour la Côte d'Ivoire? La première fois, nous étions venus chercher des ressources pour financer les dépenses du budget, des dépenses d'investissement, pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire des centres de santé, des écoles, etc. Cette fois-ci, nous sommes venus parler aux investisseurs privés pour qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, compte tenu de la réalité de notre pays aujourd'hui, de toutes les opportunités qu'elle offre. Et là, le résultat attendu, c'est en fait la création d'emplois. Vous savez, nous sommes un pays où la problématique de l'emploi existe, un pays de jeunes qui aujourd'hui aspirent à une seule chose, trouver un emploi. Et nous devons déployer tous les efforts pour créer le maximum d'emplois en Côte d'Ivoire. Et cette mission vise essentiellement les investisseurs privés pour créer le maximum d'emplois pour nos jeunes dans notre pays. Mais je suis très heureux de cette mission qui nous a aussi donné l'occasion de rencontrer les autorités britanniques, notamment le ministre pour l'Afrique. Et nous avons eu des échanges sur comment améliorer la coopération entre nos deux pays.
Nous avons noté que la Grande-Bretagne est 14e fournisseur et 14e client donc de la Côte d'Ivoire, que nos échanges commerciaux ont cru d'environ 45% donc de 2010 à maintenant, mais que nous devons faire encore plus donc, compte tenu donc, de la force donc, de nos économies et de la qualité donc, de nos relations. En tout cas, je suis très heureux donc, de cette visite. Merci. Restons en Angleterre où un deuxième suspect dans l'attaque dans le métro londonien a été arrêté hier samedi soir selon la police britannique. L'homme âgé de 21 ans a été arrêté dans la banlieue de Londres à Hounslow aux alentours de 23h50. La police britannique avait également arrêté la veille un suspect de 18 ans. Voilà, ici, en Côte d'Ivoire, la cellule d'analyse de politique du CIRES a organisé un séminaire de dissémination des résultats de recherche portant sur la transformation de l'économie ivoirienne et les facteurs de croissance du secteur privé. On en parle avec Cheikh Koné et Francis Boifo. Transformer l'économie ivoirienne. Quel facteur de croissance du secteur privé et de création d'emplois? Plus de 100 participants provenant de l'administration publique, du secteur privé, d'organismes internationaux et de centres de recherche ont échangé autour de ce thème. Occasion pour les experts de passer en revue les travaux de recherche de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, CAPEC. Il est souvent dit que les chercheurs sont enfermés. Les chercheurs n'arrivent pas à se mettre en contact avec les décideurs. À travers ces genres d'activités, dans du séminaire de dissémination, nous nous rapprochons des décideurs et leur faire comprendre, voici des résultats de recherche, voici des recommandations qui pourraient aider à mieux orienter les politiques économiques et sociales. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné. Il s'est félicité de la qualité des résultats obtenus dans le domaine du renforcement des capacités par la communauté scientifique. Le ministre a rappelé les grands défis auxquels doit faire face l'économie nationale, malgré les performances enregistrées ces dernières années. En dépit de la qualité des travaux, des résultats de recherche des chercheurs ivoiriens et ceux de la CAPEC restent peu connus des décideurs. Il est plus que nécessaire que les chercheurs en Côte d'Ivoire et la CAPEC puissent développer une stratégie de communication ciblée à l'endroit des potentiels bénéficiaires pour une meilleure visibilité. Adama Koné s'est engagé à faire le plaidoyer auprès du gouvernement afin que soient mises à la disposition de la CAPEC des ressources financières et matérielles. Objectif, rendre cette structure de recherche plus efficace. Francis Boifo, c'est aujourd'hui le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, appel qui vise à renforcer le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cet anniversaire a lieu à Daoukro en présence de plusieurs militants de ce groupement politique et surtout du président Aimé Henri Konan Bédié. Aimé Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA, qui a reçu la nouvelle présidente du RDA, Henriette Dagri Diabaté. En ce qui concerne l'appel de Daoukro, là aussi, nous avons certainement des surprises agréables. Du moins, je suis persuadé que ce qui se passera ici sera certainement l'égal de ce qui s'est passé au Congrès. C'est-à-dire ce qui nous préoccupe toujours, l'union et la stabilité avant tout. Michel Digré est à Daoukro pour le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Son reportage dans nos prochaines éditions. La jeunesse de Côte d'Ivoire, désormais une plateforme dédiée à son autonomisation. Le comité de jeunesse, cet outil de développement, est opérationnel pour œuvrer à l'insertion de la jeunesse, nous dit Chantal Eouman à Kandan. Ce sont 21 personnes qui ont reçu les attributs de membres de comité jeunesse, un comité outillé par le gouvernement pour coordonner, suivre et évaluer la politique nationale de la jeunesse, PNJ, qui est un cadre d'orientation de l'action gouvernementale en faveur des jeunes. La politique nationale de la jeunesse a été adoptée avec 5 stratégies de mise en œuvre. Il s'agit maintenant de mettre en place un cadre d'échange sur ces différents indicateurs-là, à partir des actions mises dans le PND, et voir comment on suit ces indicateurs-là pour, in fine, rendre compte
et à la jeunesse de Côte d'Ivoire et au gouvernement de Côte d'Ivoire. La mise en place de ce comité est saluée par les acteurs du secteur jeune. Nous voulons une jeunesse responsable, une jeunesse qui se prend en charge. Le gouvernement fait sa part, les organisations font leur part, mais les jeunes doivent également prendre toute leur place dans ce processus-là. La politique nationale de la jeunesse nous intéresse au plus haut point. Nous avons parcouru cette politique, elle est pointue. Son application va forcément améliorer la situation des jeunes en Côte d'Ivoire. 70% de la population en Côte d'Ivoire a moins de 35 ans. Le gouvernement, conscient du poids de cette frange de la population que représente la jeunesse, se donne les moyens pour favoriser leur autonomisation. Les jeunes devraient être rassurés que la vision du chef de l'État est de donner à toute sa jeunesse les moyens d'être autonome, de se prendre en charge et de s'impliquer pleinement dans la construction du pays. C'est un véritable outil, un cadre de concertation et d'échange très pertinent qui nous permet d'avoir le recul de substance pour pouvoir mieux apprécier l'impact de toutes les initiatives faites pour accorder de l'importance à tous les enjeux des jeunes. Le comité jeunesse est composé entre autres des ministères techniques intervenant dans les questions liées aux jeunes, des ONG, de la société civile et des représentants d'organisations de jeunesse. Autre information, dans cette édition, la rentrée scolaire a débuté le 11 septembre dernier ici en Côte d'Ivoire. Une période où les parents d'élèves achètent des fournitures pour leurs enfants et il y a des librairies qui attirent. Voyons cela avec Davis Oyo et Wilfried Herman Djivé. Cette année encore, Bénédicte se dirige vers la librairie informelle, appelée communément librairie par terre. Comme bon nombre de parents, elle est venue choisir des fournitures scolaires pour ses enfants. Quand je viens vraiment ici, j'ai l'opportunité de faire les trocs facilement et cela m'arrange encore plus. Ils sont plusieurs parents qui optent pour ces librairies informelles pour permettre à leurs enfants d'aborder sereinement la rentrée scolaire. C'est les mêmes ouvrages qu'on trouve dans les librairies sur la place. Donc c'est la même chose, on ne fait qu'échanger parce qu'avec la situation financière un peu difficile. À chaque rentrée de classe, les étals de ces librairies sont bien achalandés par de nouveaux livres et cahiers. Livres et cahiers avec des prix qui défient toutes les concurrences selon les clients. Pour un livre de mathématiques, il m'a remis ce livre à 2000. Quand je vais à la librairie, je peux avoir ça peut-être à 3000 ou 4000. Ça me coûte encore plus cher. Où les vendeurs se fournissent-ils? La réponse des libraires exerçant dans l'informel. Nous vendons les mêmes qualités de livres que les librairies classiques. Et ils font des remises sur les livres neufs. Et il y a aussi des grossistes qui font aussi des remises pour nous. Comme eux, ils ont accepté de nous faire des rabais, on a aussi des pourcentages avec eux. Donc nous allons racheter sur ces grandes surfaces-là et en retour, nous venons les revendre. Des affirmations confirmées par des responsables des librairies modernes. On a un portefeuille de revendeurs qui viennent chez nous, à qui nous faisons une remise conséquente, mais ils ne peuvent pas vendre moins cher que nous. À la librairie par terre, il n'y a pas de prix. Le monsieur peut vous dire pour un livre qui coûte normalement 1500, il peut vous dire que ça coûte 2500. Et s'il fait l'effort de vous ramener ça à 2000, vous pensez qu'il vous a fait une réduction. En réalité, il n'en est rien. Voilà, donc c'est ce jeu-là auquel certains libraires par terre se prêtent. Tous ne fréquentent pas forcément la librairie informelle comme premier choix. Thérèse s'est rabattue sur la librairie informelle par défaut. Je me suis rendue dans une autre librairie à côté, j'ai pris les livres, j'ai vu que les prix étaient abordables là-bas, mais les cahiers n'étaient pas abordables. Donc je suis venue ici pour pouvoir prendre les cahiers. Les librairies modernes ne désemplissent pas également à cette période de l'année. Les rayons de cahiers, de livres et d'autres articles sont pris d'assaut par les parents d'élèves. Ici, les prix des articles ne sont pas des sujets de discussion. Les prix sont homologués, c'est les livres neufs que nous vendons. Donc du coup, les prix sont fixés par l'État de Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est d'avoir des articles de bonne qualité. J'ai jamais acheté des livres dans une librairie par terre. Donc du coup, c'est par habitude, il n'y a pas de comparaison à faire en fait. Il y a la qualité, il y a tout ce qu'on veut. Et franchement, il n'y a pas de différence pour ceux qui vont à par terre. On a l'option, on a la possibilité d'avoir les livres de qualité, les livres actualisés, et avec tous les cahiers qu'il faut afin de faire une rentrée beaucoup plus simple. Pour certains parents,
ces librairies offrent plusieurs avantages et les prix sont accessibles à toutes les bourses. Et ici, c'est mieux, puisqu'il y a des gens pour vous orienter, tout. Donc, je préfère. Et puis, les livres aussi, il y a toutes les qualités, chers comme moins chers. Je pense qu'ici, il y a une gamme variée d'ouvrages, voilà, qui nous permettent bien de faire des choix pour la réussite des enfants. Librairie informelle, librairie moderne ont tous un même objectif, accompagner les parents d'élèves et élèves à la réussite de l'année académique. Chaque parent a donc son astuce pour faire face à l'obligation parentale. Allez, toute autre chose à présent au Conseil national de la presse. Il s'est tenu la 4e édition de l'école de la GEPSI sur la formation des journalistes en technique rédactionnelle. Environ 60 journalistes de plusieurs organes y ont pris part. À Soutouré. Il est 8 heures lorsque Henri Kouassi, journaliste, arpente les marches du Conseil national de la presse pour participer à la formation initiée par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. Je pense que cette formation peut nous apporter beaucoup de choses. Ça me permet d'être plus aguerri, ça me permet aussi d'avoir une presse beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus responsable aussi. Le président de la GEPSI relève l'importance de cette formation. L'école du GEPSI développe le rapprochement des anciens, des plus jeunes qui sont en exercice pour échanger les expériences. En effet, les techniques rédactionnelles, c'est un ensemble, un tout, la base du journalisme. Pour cette session, je voudrais inviter donc à la concentration afin de vous approprier les règles de l'écriture journalistique et les différentes techniques rédactionnelles, connaître les styles d'écriture pour une bonne lisibilité rédactionnelle. Une initiative que les participants considèrent comme une remise à niveau. Nous sommes dans un métier où nous sommes les médiateurs entre les lecteurs et les auditeurs. Et avec cette formation, je crois que nous allons encore apporter un plus à notre métier d'informer tous les jours et de bien informer. Nous avons compris qu'en tant que journaliste, nous avons beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Et cette formation nous a apporté un éclaircissement au niveau de l'écriture journalistique. Et désormais, nous avons compris que nous devons apporter à la population la bonne information. Le parrain de la cérémonie, Patrice Kwame Kouassi, avocat au barreau d'Abidjan, a encouragé les journalistes à la formation continue et partagé sa perception du métier de journaliste et celui d'avocat. Deux métiers qui se ressemblent selon lui. Les droits de la défense supposent un autre principe qui est tout aussi important, c'est le principe du contradictoire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand on vous assigne devant le tribunal, on doit vous donner la possibilité de vous défendre. Et je pense que ça s'applique également aux journalistes. Quand vous écrivez un article qui met en cause ou qui révèle certaines informations d'une entreprise ou d'un individu, l'équilibre de l'information voudrait que cette personne-là ait la possibilité également de donner son opinion. Environ 60 journalistes venus de plusieurs organes de presse ont pris part à cette formation. Élu le 3 juin dernier, Mondialia Gbani Miss Côte d'Ivoire 2017 a désormais son véhicule, un véhicule qui fait partie des prix. La remise de ce véhicule a eu lieu à Marcory en zone 3 et en présence de notre reporter Issa Yeo Tchonon. Au nombre des cadeaux que la Miss Côte d'Ivoire 2017 devait recevoir après sa victoire, figurait en bonne place une voiture. C'est désormais chose faite. Elle vient de la recevoir des mains du partenaire. Je suis très heureuse, la voiture est vraiment magnifique et je promets d'en prendre soin et de donner le meilleur de moi-même pendant mon mandat. Le président du comité Miss Côte d'Ivoire, commissaire et le partenaire sont heureux du respect des engagements pris dans le cadre de leur partenariat. Je suis très satisfait parce que ATC Coop Afrique a promis une voiture à Miss Côte d'Ivoire et ce soir, effectivement, elle vient de recevoir son véhicule, vous avez vu les clés, et elle va repartir tout à l'heure avec son véhicule. Un partenariat avec la Miss Côte d'Ivoire de ce nouveau modèle, ça nous fait un plaisir que la Miss, qui est l'ambassadrice de notre pays, puisse rouler dans ce véhicule. C'est le 3 juin dernier que Mondialia Gbani a été élue Miss Côte d'Ivoire. La reine de la beauté ivoirienne va garder sa couronne pendant 1 an.
Isaïo Chonan, autre titre de cette édition, tous les pèlerins musulmans du contingent étatique sont arrivés sains et saufs en Côte d'Ivoire. Les derniers sont arrivés hier samedi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les pèlerins ont passé plus d'un mois en terre sainte d'Arabie Saoudite en vue d'accomplir l'acte de foi. Connaît Pargasoro. Après plus de mois passés en terre sainte d'Arabie Saoudite, les derniers pèlerins ivoiriens du contingent étatique, en quittant l'aéroport de Jeddah, ont bénéficié du soutien des responsables du commissariat du Hadj et du consulat général de Côte d'Ivoire à Jeddah. Nous pouvons dire que le pèlerin s'est bien déroulé, car tous nos pèlerins qui ont effectué le déplacement depuis le 5 août en terre sainte, les derniers sont en train de partir aujourd'hui au pays. Il y a près de 200 de nos compatriotes qui n'ont pas pu venir. Eh bien, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour n'est-ce pas, répondre à leurs frustrations, nous y adhérons, nous pensons que ce sont les bonnes mesures. Mais il faut aller, n'est-ce pas, de l'avant. Il faut prendre d'autres mesures pour que les années à venir, nous ne connaissons plus les mêmes difficultés. Après 6 heures de vol, c'est aux environs de 8h15 heure d'Abidjan que l'avion transportant les 450 pèlerins a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès leur devoir sacré. C'est un acte que j'ai aimé. Même si ça a refait, je vais le faire, il n'y a même pas de problème. Je suis plus que satisfait. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais vraiment chapeau à l'organisation. Des pèlerins accueillis à leur descente d'avion par le directeur général des cultes, les parents, les proches et amis. Nous sommes très heureux parce que, voyez-vous, déplacer quand même plus de 5000 personnes pour aller rencontrer des coreligionnaires à près de 3 millions de personnes et revenir sains et saufs sans faire trop de bobos, c'est un motif de satisfaction. Pour les responsables de la direction générale des cultes, le commissariat du Hadj et le consulat général de Côte d'Ivoire à Jeddah, les préparatifs du Hadj 2018 vont débuter dans les tout prochains jours. Après toutes les formalités à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les pèlerins du contingent étatique se disent fiers d'avoir accompli avec succès leur devoir sacré. Ils ont été accueillis à la grande mosquée de la Riviera Golf par les parents, les amis et les proches. Voilà, Koné Pargasoro était notre envoyé spécial en Arabie Saoudite pour ce Hadj. La communauté chrétienne de l'Union des Églises évangéliques œuvre service de Côte d'Ivoire, USO Côte d'Ivoire, du village de Tieni-Siabli dans le département de Fakobli, région du Guémont, était heureuse. Elle vient d'avoir son tout nouveau lieu de culte. F. Bouetao est amant pour RTI 1. Jour de joie, jour de fête dans le village de Tieni-Siabli, localité située dans le département de Fakobli, région du Guémont. La raison, l'inauguration du tout nouveau lieu de culte de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO de Côte d'Ivoire. Un édifice d'une capacité de 500 places. La dédicace du temple est faite par Gus Simeon, président des églises USO de Côte d'Ivoire, en présence d'autorités administratives, religieuses, des cadres, des fils et filles de la région du Guémont. Cette œuvre parachève l'implantation dans cette zone de cette communauté chrétienne qui a vu ses tout premiers membres installés depuis 1940. La construction du temple USO de Tieni-Siabli a débuté en 1983. Elle a été réalisée par l'ensemble des fils et filles. Je vous adresse un grand remerciement pour votre persévérance dans la prière, car par votre foi en Dieu, il vous fait voir un projet de construction qui a démarré il y a plus de 3 décennies. Voyez comment l'Éternel tient toujours ses promesses. L'heure est donc venue pour vous de travailler davantage, car vous n'avez plus droit de reculer ou de croiser les bras pour l'œuvre de Dieu. Continuez de faire l'œuvre de Dieu afin de s'aimer plus d'amour, plus de cohésion dans les différentes communautés. Promesse faite par l'ensemble des fils et filles de la région du Guémont. Cette cérémonie de dédicace a été aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage aux pionniers de l'Église avec une stèle portant leur nom. F. Bouetao, les fidèles de la mission d'Eima viennent d'achever une période de jeûne d'un mois. Cette période de pénitence débouche sur une année spirituelle nouvelle qui démarre par la célébration de la fête de la moisson. Serge Colliard.
La fête de Desekona ou la fête de moisson chez les Deima constitue un acte de louange et de reconnaissance à Dieu. Après un mois de jeûne et de pénitence, toutes les composantes de l'Église viennent symboliquement faire leurs offrandes à l'Éternel devant l'autel consacré à cet usage. Des dons que le Pawaba Étienne Kofi Mathieu, président du Conseil national Deima, se charge lui-même de redistribuer pour que le nom de Dieu se glorifie davantage dans la vie de chacun. De ce qu'on a nous a parlé du soleil du matin, ça veut dire la reconnaissance, le partage et la prière pour la paix, pour notre pays. Dieu a dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. Après le grand carême, il faut aimer son prochain comme soi-même. Alors s'il faut aimer son prochain comme soi-même, alors il faut partager. Il faut offrir et dire merci au Seigneur dans la joie pour tous ses bienfaits. La fête de Desekona marque le terme d'une année spirituelle et en ouvre une autre qui doit être prospère, a indiqué le président du comité de gestion de la mission Deima. Le révérend Canon Luc, président de l'Union des Églises révélées d'Afrique, et le représentant du professeur Diawara Adama, parrain de la cérémonie, ont réitéré leur soutien et encouragement à la mission Deima. Notre présence ici, c'est d'abord la solidarité aux frères, que nous fassons l'union autour d'abord de notre pays pour que le peuple ivoirien soit dans la quiétude. Amour et abondance au peuple ivoirien, tels sont les vœux de la mission Deima. La Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle a organisé son championnat national. Plus de 50 tireurs de différentes catégories des clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont pris part à ce rendez-vous national qui a eu pour cadre le Casa des Deux Plateaux. Le temple du Casa des Deux Plateaux a vibré au rythme du Jiu-Jitsu avec les combats au sol et les épreuves de fighting system. Au total, 45 combats ont meublé cette journée du championnat national du Jiu-Jitsu et de défense personnelle. En finale, du Newaza, Jean-Philippe Sauvy de l'AEJJ prend rapidement la mesure de Donga Okie de la SOA. Dans la catégorie des moins de 69 kg, Toussaint Yao s'impose par immobilisation face à Alexandre Kouassi. Chez les moins de 94 kg, Moïse Kokotré de l'AEJJ prend le dessus sur Philippe Ganli sans trop forcer. L'attraction du jour est venue de la catégorie des moins de 85 kg dans le combat entre Métankone et Stéphane Bazier. Ces deux tireurs se tenaient jusqu'au terme du combat. Finalement, il a fallu patienter quelques secondes pour voir le sociétaire de Koumassi Jiu-Jitsu l'emporter aux dépens de Stéphane Bazier. En moins de 74 kg, Aristide Dibonan n'a éprouvé aucune difficulté pour venir à bout d'Anissé Kwame. Enfin, dans la dernière confrontation, catégorie moins de 77 kg, Yannick Zouzoua de Yopkro Jiu-Jitsu Club a eu raison de son coéquipier Béranger Seka de la même écurie. C'est donc à juste titre que Yopkro Jiu-Jitsu Club remporte le championnat avec au total 2 médailles d'or, une en argent et une en bronze. Bel esprit de convivialité salué par le président Paul-Aimé Crisois. Ça a été une très belle manifestation, une belle journée, dans la mesure où vous avez vu avec nous tout l'engouement qu'a suscité cette compétition. Dans l'ensemble, nous sommes énormément satisfaits. Un véritable test grandeur nature. En attendant les championnats d'Afrique prévus du 22 au 24 septembre à Brazzaville, au Congo. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la MUJFC, au renouvellement des instances de cette mutuelle, la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Notre invité est Maître Zinda Sawadogo, président du comité électoral national de la MUJFC. C'est bien ça? C'est bien ça. Très bien, Maître Sawadogo, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du renouvellement des instances de la MUJFC. Alors avant de poursuivre notre entretien qui a déjà commencé, depuis quand existe la MUJFC? L'embryon était, je dirais, la première structure date de 1973 sous la forme d'une direction.
mais elle est devenue véritablement autonome et constituée sous forme de société en 1989, sous forme de mutuelle plutôt, en 1989, et un processus d'harmonisation, de mise à jour avec les règlements de l'UMOA a été mené de 2012 à 2013 et c'est sur la base donc, des statuts adoptés en 2013 qu'aujourd'hui l'exercice se déroule. Maître, quel est le rôle des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire? Le rôle? Alors, comme toute chose, une mutuelle, c'est un rassemblement de personnes qui partagent les 3/4 du temps la même activité professionnelle pour pouvoir couvrir des besoins, notamment de santé, par lesquels le fait de rassembler ces forces permet de les couvrir plus facilement. Les besoins de ces membres. Alors nous allons suivre avec la réalisation, nous allons suivre ce reportage de Justine Sey-Dike justement sur le rôle des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire. Regardez. Seulement 10% de la population ivoirienne bénéficie d'un régime de prise en charge médicale adéquat. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a entériné le règlement de la mutualité sociale adopté par le Conseil des ministres de l'UMOA le 26 juin 2009 à Dakar, au Sénégal. Règlement qui entend amener les organismes mutualistes à offrir une meilleure protection des populations, à développer des entreprises mutualistes, à soutenir la mise en place de la couverture maladie universelle et à bénéficier d'une situation financière stable et solide afin de protéger les intérêts de leurs adhérents. L'Assemblée générale qui vous rassemble ces 2 jours durant vous permet de réaffirmer avec force l'ardent désir que vous portez d'accompagner les hommes et les femmes opérer le choix de la solidarité face aux vicissitudes de la vie. Pour réussir leur mission, les mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, réunies au sein d'une alliance, après 4 ans d'activité, ont porté à leur tête une nouvelle présidente en la personne de Maï Kaos Laya Clarisse, secrétaire générale de l'Union africaine de la mutualité UAM. Tu vas au Maroc, ce sont les mutuelles. Au Burkina, ce sont les mutuelles. Donc en Côte d'Ivoire, il faut qu'on fasse la même chose. Mais ça partira de notre solidarité, de notre organisation à faire les choses. Ce qui sous-entend le respect strict des réglementations en vigueur. D'ailleurs, 4 membres de la fêtière ont été invités à régulariser leur situation dans les meilleurs délais et le budget pour l'exercice 2017, estimé à plus de 8 millions de francs CFA, adopté. Maître Vadogo, vous êtes le président du comité électoral national de la MUJFC. Quelle est la constitution de ce comité qui doit être crédible parce qu'il s'agit d'élections? Alors, le comité est constitué de 6 personnes. Le vice-président est M. Ibrahima Bayo, qui est le directeur général adjoint de l'administration du territoire, nommé au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a également le commissaire Joseph Harding, M. Guy Roger Gouin, qui est magistrat, nommé au titre du ministère de la Justice, M. Flavien Traoré, ministère de l'Emploi, et enfin M. Alexis Camara, qui est de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. Donc voilà, c'est un comité dans lequel on a essayé de rassembler diverses compétences pour que, ensemble, nous puissions conduire ce processus-là et parvenir à des élections transparentes et crédibles pour que la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire en sorte renforcée. Et demeure crédible. Elle est déjà crédible, à nous de faire en sorte qu'elle continue à le rester. Okay. Tout à fait, qu'elle demeure crédible. Alors les fonctionnaires sont appelés à renouveler les instances de leur mutuelle, la MUJFC, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Alors l'élection des délégués régionaux des mutualistes est prévue le 24 septembre prochain. Tout à fait. Tout à fait, c'est bien ça, le 24 septembre. Très bien, alors nous allons suivre ce reportage de Gabriel Zani. Élus pour un mandat de 3 ans, les organes de la MUJFC, la mutuelle générale de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, doivent être renouvelés cette année 2017. Le président du comité national des élections a rencontré le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il s'agit donc de faire le point des campagnes pour les 14 listes qui briguent les postes de conseil d'administration et de comité de contrôle. Les délégués régionaux de la mutuelle des fonctionnaires seront élus le 24 septembre prochain. Ces élections, selon le ministre de l'Emploi, ne doivent pas faire de vagues. La MUJFC doit sortir gagnante de ce scrutin.
J'invite les candidats à respecter le code de bonne conduite en matière d'élection, à savoir avoir et conserver le bon ton vis-à-vis des autres candidats et du comité électoral national, respecter les règles électorales et éviter de proclamer quelque résultat que ce soit avant le comité électoral national qui en a la charge. La MUJEFSI est la principale mutualité sociale de couverture sanitaire au profit des fonctionnaires ivoiriens et de leurs ayants droit. Elle compte à ce jour environ 240 000 adhérents pour plus de 600 000 bénéficiaires. C'est aussi un réseau de soins médicaux et de partenaires agréés, dont plus de 4 000 médecins, 700 pharmaciens, 200 cliniques et polycliniques. Maître Savadogo, qui est candidat et il y a combien de listes? Alors, comme vous l'avez déjà indiqué, ce sont des listes de candidats, puisque les sièges de délégués régionaux sont pourvus par élection de listes sans panachage. Il y a au total 300 délégués régionaux à élire, et pour ce faire, nous avons 14 listes, grosso modo, en compétition sur le plan national. Ce que je veux dire, c'est que nous retrouvons pratiquement dans l'ensemble du pays 3 listes avec les mêmes dénominations et couleurs, ce qui peut nous faire dire que ce sont des listes nationales, et nous trouvons également d'autres listes qui sont présentes uniquement dans certaines régions. Et donc au total, nous avons 14 listes en compétition du point de vue national. Au niveau d'Abidjan, il y a combien de listes? Au niveau d'Abidjan, nous avons 4 listes qui sont en compétition. Très bien. Alors comment se fait la campagne? Alors, la campagne, elle est ouverte, elle est en cours. On voit que les candidats s'activent sur le terrain, qu'il y a beaucoup de mobilisation qui se fait. Au travers de la tournée que nous venons de faire sur l'ensemble du territoire, on a constaté que les mutualistes étaient demandeurs d'informations et vraiment étaient intéressés par cette élection qui arrive. Pour notre part, nous trouvons que la campagne se passe bien, quoique on ne puisse pas en réalité parler de campagne, puisque le guide électoral qui régit cette activité au sein de la MUJEFSI ne prévoit pas de période de campagne en tant que telle. Très bien. Alors, c'est le 24 septembre prochain. Alors, comment va se dérouler cette élection? Alors, déjà, la première des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il va y avoir dans chacune des régions et chacun des districts autonomes de Côte d'Ivoire un centre de vote unique qui comportera 10 bureaux de vote pour ce qui concerne pratiquement l'ensemble du pays, mais à Abidjan, ce centre en comptera 30. Et la grande innovation que nous avons apportée cette année est le passage au bulletin unique. Sur Abidjan, ça a été un exercice un peu particulier parce que faire figurer l'ensemble des noms des candidats sur le bulletin de vote, voilà, a nécessité que nous prenions un bulletin de taille un peu plus grande, donc on est sur du papier A3, mais l'intérêt c'était d'avoir donc un bulletin unique qui présente donc la couleur, la dénomination de chacune des listes et les noms de tous les candidats s'agissant d'un scrutin de liste. Très bien. Alors, cas pratique pour les électeurs, par exemple de Daoukro, de Séguéla, comment cette élection va se passer? Est-ce que vous savez qu'il y a un événement à Daoukro? Oui. Nous avons été même contraints de ne pas dormir à Daoukro puisque très rapidement. Tout y était occupé. Oui. Le troisième anniversaire de l'appel de Daoukro. Alors, cas pratique, si nous prenons le cas de Daoukro, le cas de Séguéla, par exemple, comment est-ce que l'élection va se dérouler dans ces 2 localités? Alors, à Daoukro, par exemple, les électeurs vont aller au groupe scolaire Gravier d'Or. À Séguéla, ils vont se rendre à l'EPP Château d'Eau. S'ils sont à Abidjan, ils iront au Collège moderne du Plateau. En chacun des centres de vote, ils trouveront donc un certain nombre de bureaux de vote. Les électeurs seront partagés, puisque le listing électoral est un listing national. L'une des spécificités de cette élection, c'est que tout électeur peut voter partout sur le pays, mais le listing sera séquencé dans les bureaux de vote de telle sorte à ce que les électeurs puissent se retrouver aisément. Et pour faire preuve de leur identité, ils devront présenter soit l'original de la carte MUJEFSI en cours de validité, pas d'autres cartes,
et j'ai bien dit l'original, on ne prendra pas de photocopie, soit l'original de leur carte nationale d'identité. Nous ne prendrons pas d'autres documents, nous ne prendrons pas de copie. Voilà. Et l'électeur ensuite votera comme cela se fait dans toutes les élections nationales, en recevant son bulletin unique, en passant à l'isoloir. Il va choisir sa liste. Il choisira sa liste et il reviendra à vous. Alors, et toutes ces informations, on peut les avoir sur le site de la MUGEFSI. Tout à fait, tout à fait. Rappelez-nous ce site. Alors, l'adresse du site, c'est www.mugef, donc M-U-G-E-F, _, le tiret du 6, ci.com. Dès la page d'ouverture, toutes les informations y sont. Et les électeurs peuvent se rendre sur ce site pour avoir de plus amples informations. Alors, les résultats sont prévus pour quand? Surtout les résultats définitifs. Alors, les résultats bureau par bureau, ils seront connus déjà dès la soirée même, puisque le dépouillement est fait de façon immédiate, bureau par bureau, le 24 septembre. Bureau par bureau, à quelle heure? Le scrutin est clos à 17 h. En fonction de l'affluence du nombre d'électeurs qui a eu, le dépouillement pourra prendre plus ou moins de temps, mais bureau par bureau, les résultats seront connus. Ensuite, nous avons un petit délai pour procéder à la synthèse nationale et publier des résultats provisoires nationaux le 26 septembre. Et après l'exercice des recours éventuels, nous proclamerons les résultats définitifs de l'élection des délégués régionaux le 4 octobre. Alors, dites-nous, maître, quel est le taux de participation prévu pour rendre justement cette élection légale et légitime? C'est vrai que c'est une petite élection, mais il faudrait qu'elle soit légale et légitime. Le taux de participation prévu. Alors, d'un strict point de vue légal, je dirais qu'il n'y a pas de taux de participation minimum pour valider l'élection. Mais effectivement, la question de la légitimité est importante. Et ce que nous ressentons du terrain, c'est que vraiment, les mutualistes sont très intéressés par cette élection et sortiront nombreux. Mais c'est le soir du vote que nous pourrons véritablement évaluer l'affluence dans les bureaux de vote. S'ils sont sortis nombreux, s'ils vont sortir nombreux, on verra ça à partir du 24 septembre, de 8 h, vous avez dit, de 8 h jusqu'à 17 h précises. Heure précise. Les bureaux referment à 17 h. Les bureaux ferment à 17 h. Alors, parlez-nous de la sécurité de cette élection et puis éventuellement du coût. Qui finance? Oh, bien entendu, la MUGEFSI étant une mutuelle, donc c'est elle-même qui finance ces élections. S'agissant de la sécurité, effectivement, il y a déjà un plan de sécurisation nationale qui a été mis en place et plus particulièrement dans chacune des régions, un plan de sécurisation est fait. Il faut noter au demeurant, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, que déjà au niveau national, nous avons le commissaire Harding qui fait partie du comité et au niveau local, le préfet de police de la ville chef-lieu de région est toujours membre du comité local. Donc vraiment, c'était une préoccupation essentielle dès le début, mais qui est couverte avec soin. Alors, on a parlé de la sécurité également. Du coup, vous avez dit que c'est la MUGEFSI qui finance. Bon, on ne va pas certainement voir les détails. C'est pas bien grave. Alors, parlant de la sécurité, ce sont les gendarmes, les policiers, les militaires qui surveillent quoi? Qui fait quoi? Est-ce que les représentants des listes sont dans les bureaux de vote et peuvent également surveiller en cas de fraude, certainement? Alors, que faire? Alors déjà, il y a deux types de dispositifs de sécurité. Il y a le dispositif policier qui assure la sécurité des personnes et puis il y a la sécurisation du processus lui-même. Pour ce qui concerne la sécurisation du processus lui-même, oui, chaque liste candidate a la possibilité de désigner 2 scrutateurs qui peuvent venir observer le déroulement des opérations dans un bureau de vote, sous réserve de leur donner un mandat écrit dont le modèle figure sur le site de la MUGEFSI, qui doit être déposé auprès du comité local au plus tard 3 jours avant les élections. Donc, nous sommes tous très attentifs à ce que les choses se déroulent bien et sans fraude. Et c'est peut-être le lieu d'appeler l'attention des mutualistes sur le fait que la fraude, c'est une faute grave au sein de la MUGEFSI. Et donc, il ne serait pas bon qu'ils mettent en danger la santé de leur famille, qu'ils se retrouvent exclus pour avoir simplement voulu aider à ce qu'une liste soit élue dans une région. Donc, ne
Ne prêtons pas nos cartes de mutualistes à des jeux étranges. N'essayons pas de voter dans plusieurs bureaux. Beaucoup de procédures ont été mises discrètement en place pour limiter la fraude, l'empêcher même et surtout identifier les fraudeurs. Et c'est bien entendu. Rien à signaler, alors toute tentative de fraude sera punie. Il y a déjà les sanctions de la loi, mais comme je le disais, elles sont lourdes, ça peut aller même jusqu'au pénal. Mais comme je le disais, en plus, on va aller prendre le risque de retirer la couverture santé à sa famille pour une élection. Je pense que ce sont des risques que les mutualistes ne prendront pas. Pour si peu. Pour si peu. Très bien. Alors, restez avec nous, nous allons terminer avec cette information. Une haute cour égyptienne a maintenu samedi une condamnation à vie contre l'ex-président égyptien islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013. Le verdict de la Cour de cassation, qui est final, a confirmé la peine de prison à vie, 25 ans en Égypte, prononcée en 2016 contre Mohamed Morsi. Voilà, et c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.